quitter Kiev immédiatement. Ce ne sont pas des mots lancés à la légère, ni une rumeur issue des réseaux sociaux. C'est un avertissement formulé publiquement par le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, après une nouvelle vague de frappes russes visant les infrastructures énergétiques du pays. Une capitale européenne, en plein hiver, invitée à être évacuée. Jean, quand une ville comme Kiev en arrive là, est-ce encore un simple épisode militaire ou sommes-nous face à un basculement stratégique plus profond ? Nous sommes clairement au-delà de l'anecdote militaire. Ce type d'appel marque une rupture symbolique majeure. Kiev n'est pas une ville de front comme peuvent l'être Avdiivka ou Kupiansk. Kiev, c'est le cœur politique, administratif, mais aussi psychologique de l'Ukraine. Quand son maire explique que l'électricité ne couvre plus que la moitié des besoins, que le chauffage devient aléatoire par des températures négatives et qu'il faut envisager de partir, cela signifie que la guerre a changé de nature. Ce qui frappe, c'est que cette situation ne résulte pas d'une avancée terrestre russe spectaculaire. Les lignes de front, elles, évoluent lentement. Et pourtant, la pression semble aujourd'hui plus forte que jamais sur la population civile. Est-ce que cela traduit, selon toi, une nouvelle phase de la stratégie russe ? Oui, très clairement. Moscou semble avoir fait un choix assumé, frapper le système nerveux de l'Ukraine plutôt que ses membres. L'énergie, en hiver, n'est pas un simple confort. C'est une condition de survie, de gouvernance et de cohésion sociale. Et c'est précisément là que cette séquence devient géopolitiquement décisive. Avant d'analyser les intentions stratégiques, revenons aux faits bruts. Depuis la mi-janvier, Kiev connaît une succession de pannes électriques d'urgence, parfois de plus de 20 heures. Température négative, chauffage interrompu, quartier entier dans l'obscurité. Jean, qu'est-ce qui s'est concrètement passé sur le plan opérationnel ? Les faits sont relativement clairs et surtout documentés par les autorités ukrainiennes elles-mêmes. Dans la nuit du 17 au 18 janvier, la Russie a lancé une attaque aérienne de grande ampleur, combinant drones et missiles, visant prioritairement des infrastructures énergétiques et de transport utilisées, selon Moscou, au profit de l'armée ukrainienne. L'armée de l'air ukrainienne a reconnu le tir de 115 drones, dont 96 auraient été interceptés. Mais ce chiffre, souvent mis en avant, masque l'essentiel. Il suffit de quelques frappes réussies sur des nœuds critiques pour désorganiser tout un réseau. On parle donc moins de saturation militaire que de ciblage précis ? Exactement. Le système énergétique est par nature interconnecté. Toucher une sous-station, un poste de transformation ou une ligne à haute tension peut provoquer un effet domino. À Kiev, l'opérateur énergétique DTEK a confirmé des coupures d'urgence dans plusieurs districts, notamment à Boutcha, Irpin et Hostomel. Environ 56 000 foyers se sont retrouvés sans électricité à un moment donné et près de 50 immeubles de la capitale ont perdu l'accès au chauffage central. Le maire Klitschko parle même de la pire crise énergétique depuis février 2022. Et ce n'est pas une formule rhétorique. Il faut se souvenir que Kiev avait jusqu'ici été relativement épargné par rapport à d'autres villes comme Kharkiv ou Odessa. Là, on observe une combinaison particulièrement dangereuse, des températures descendant sous zéro, un réseau déjà fragilisé par 2 hivers de guerre, et des capacités de réparation sous tension permanente. Les équipes techniques travaillent en mode dégradé, parfois sous alerte aérienne. Ce qui frappe aussi, c'est l'écart entre le discours rassurant de certains responsables gouvernementaux et la réalité locale. Oui, la première ministre a assuré que les infrastructures critiques disposaient d'alimentation de secours. C'est vrai, mais ces systèmes ne sont pas conçus pour durer indéfiniment, ni pour couvrir une métropole de plusieurs millions d'habitants. L'appel à quitter Kiev révèle justement cette limite matérielle. Ce n'est pas un aveu de défaite militaire, mais le constat froid d'une vulnérabilité structurelle que la Russie exploite méthodiquement. Si l'on dépasse le constat matériel, une question s'impose. Pourquoi maintenant ? Pourquoi Kiev ? Et pourquoi en plein hiver ? Est-ce un simple hasard du calendrier militaire ? Non, très clairement. L'hiver n'est pas un détail, c'est un levier. En ciblant l'énergie au moment où elle est vitale, Moscou ne cherche pas seulement un avantage tactique, mais un effet psychologique et politique. L'objectif n'est pas de faire tomber Kiev militairement, mais d'user la société ukrainienne, de rendre le quotidien invivable et de faire monter la pression sur le pouvoir.
On parle donc d'une guerre contre l'arrière plus que contre le front. Exactement. Le front est relativement figé, coûteux en hommes et en matériel. En revanche, l'arrière est plus vulnérable. Chaque coupure d'électricité, chaque immeuble sans chauffage, chaque hôpital fonctionnant sur générateur affaiblit la résilience collective. Le message envoyé est simple. L'État ne peut plus vous protéger pleinement. Et ce message vise aussi l'Occident. Oui, c'est fondamental. Moscou teste la solidité du soutien occidental. Si Kiev doit appeler sa population à quitter la capitale, même temporairement, cela alimente un récit, celui d'un pays épuisé, dépendant de l'aide extérieure, incapable de garantir des conditions de vie normales. C'est un signal adressé aux opinions publiques européennes, déjà fatiguées par l'inflation et les crises énergétiques. En somme, la Russie ne cherche pas une victoire éclair, mais un enlisement coûteux pour tous. C'est exactement ça. Cette stratégie est lente, cynique, mais rationnelle dans une guerre longue. Elle repose sur une équation simple. L'Ukraine résiste grâce au soutien extérieur. Fragiliser son économie et son moral, c'est rendre ce soutien politiquement plus difficile à maintenir. Chaque blackout à Kiev résonne bien au-delà de l'Ukraine. Et du côté ukrainien, comment répondre à ce type de guerre ? C'est là toute la difficulté. On ne répond pas à une guerre d'usure énergétique uniquement avec des armes. Il faut des systèmes de défense anti-aérienne supplémentaires, bien sûr, mais aussi des transformateurs, des pièces détachées, des financements et surtout du temps. Or, le temps est précisément l'arme que Moscou tente de confisquer. La question qui se pose maintenant est simple mais lourde de conséquences. Est-ce un pic temporaire ou le début d'une nouvelle phase durable du conflit ? Tout indique que nous sommes entrés dans une phase durable. La Russie a reconstitué une partie de ses stocks de drones et de missiles, notamment grâce à une production industrielle accrue et à des partenariats extérieurs. Cela lui permet d'inscrire ses frappes dans le temps avec un rythme calculé, pas assez massif pour provoquer une réaction immédiate décisive de l'Occident, mais suffisamment régulier pour épuiser l'Ukraine. Donc Kiev risque de revivre ce scénario tout au long de l'hiver, voire au-delà. Oui, et même après l'hiver. L'énergie est un talon d'Achille structurel. Réparer ne suffit plus. Chaque réparation rend le réseau de plus en plus complexe à défendre. À terme, l'Ukraine devra choisir entre protéger militairement le front ou protéger matériellement l'arrière. C'est un dilemme stratégique majeur. Et côté occidental, quelles options restent sur la table ? Elles sont limitées mais réelles. Accélérer la livraison de systèmes de défense anti-aérienne, financer la reconstruction énergétique et surtout maintenir une cohérence politique. Le danger n'est pas tant militaire que politique, un affaiblissement du consensus en Europe ou aux États-Unis. Si ce consensus se fissure, Moscou aura gagné une bataille décisive sans avancer d'un mètre. En filigrane, c'est donc une guerre de nerfs. Absolument. Une guerre où l'électricité, le chauffage et la fatigue morale deviennent des armes. Kiev n'est pas seulement bombardée, elle est testée dans sa capacité à tenir, à rassurer sa population et à convaincre ses alliés que l'effort en vaut encore la peine. Ce qui nous ramène à une réalité brutale. Cette guerre ne se gagnera pas par un événement spectaculaire, mais par la résistance au quotidien. Exactement. Et c'est peut-être là la dimension la plus inquiétante. Tout le monde le sait, des deux côtés. Au fond, ce qui se joue à Kiev dépasse largement la capitale ukrainienne. Ce n'est pas seulement une ville privée d'électricité par moment, c'est un révélateur. Que nous dit cette situation sur l'état réel de la guerre aujourd'hui ? Elle nous dit d'abord que cette guerre est entrée dans sa phase la plus inconfortable, celle où il n'y a plus de récit simple, ni victoire rapide, ni effondrement imminent. À la place, une confrontation longue, grise, faite d'usure, de fatigue et de choix impossibles. Kiev symbolise cette zone intermédiaire où l'on tient, mais à quel prix ? Et cette fatigue ne concerne pas que l'Ukraine. Exactement. Elle est aussi européenne, occidentale, globale. Chaque alerte à Kiev rappelle que le conflit n'est pas stabilisé, contrairement à ce que certains voudraient croire. Il est simplement moins spectaculaire, donc plus facile à reléguer à l'arrière-plan. Or, c'est précisément dans ces moments-là que les équilibres basculent. L'appel du maire à quitter la ville est donc autant un message politique qu'un avertissement humanitaire. Oui, il dit « Voilà ce que coûte cette guerre concrètement, pas en carte ou en ligne de front, mais en vie quotidienne bouleversée,
en familles déplacées, en capitales fragilisées. Kiev rappelle que la guerre moderne ne vise plus seulement à conquérir des territoires, mais à rendre la normalité impossible. Et la grande question reste ouverte. Jusqu'où les sociétés démocratiques sont-elles prêtes à aller pour soutenir une guerre longue ? C'est la question centrale. La réponse ne se trouvera pas sur le champ de bataille, mais dans les choix politiques, budgétaires et moraux des prochains mois. Kiev n'est pas un épilogue. C'est un test, pour l'Ukraine bien sûr, mais aussi pour tous ceux qui disent la soutenir. Un test silencieux, sans images spectaculaires, mais aux conséquences immenses. Et c'est souvent comme ça que l'histoire bascule. Ce qui se joue aujourd'hui à Kiev n'est ni un accident, ni un simple épisode de plus dans une guerre qui durerait par inertie. C'est un signal que le conflit est entré dans une phase où la ligne de front ne suffit plus à comprendre la réalité du rapport de force. La capitale ukrainienne nous rappelle une chose essentielle. La guerre moderne se gagne, ou se perd, autant dans les centrales électriques, les réseaux de chauffage et la résistance morale des populations que sur les champs de bataille. Kiev tient, mais elle tient sous contrainte, dans un équilibre de plus en plus précaire. Derrière les coupures de courant et les appels à l'évacuation, une question s'impose à tous. Combien de temps cette résilience peut-elle être maintenue et à quel prix politique ? C'est là que se joue la véritable bataille, pas seulement entre l'Ukraine et la Russie, mais autour de la capacité des démocraties à accepter une guerre longue, coûteuse et sans victoire rapide à afficher. Kiev n'est pas une parenthèse, c'est un avertissement. Un avertissement qui ne concerne pas uniquement l'Ukraine, mais l'équilibre européen tout entier. Alors nous sommes à la fin de cette émission. Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet en commentaire. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse.